Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des adjectifs. Alors ça va être une leçon un peu difficile, certainement la plus difficile après les déclinaisons. Pourquoi? Non pas que les adjectifs soient si difficiles à comprendre que ça en latin, mais je vais essayer d'être très complet. Donc je vais insister sur les points essentiels hein, et citer les points accessoires sans m'attarder dessus. Mais si jamais vous avez un niveau élevé, vous pourrez comme ça aussi profiter de cette leçon en revoyant certaines choses qui peut-être vous ont échappé. Sachant que moi aussi, quand j'ai fait en fait cette leçon, il y a quelques éléments qui n'étaient pas si clairs que ça pour moi en fait, que j'ai redécouvert à travers la fabrication de cette leçon. Alors, la syntaxe des adjectifs. En français, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot ou le groupe de mots auquel il se rapporte. Exemple, Ursuline et son amie Véronique sont laides. Là, on voit un adjectif, c'est laid, mais cet adjectif est au féminin et au pluriel. Parce que Ursuline et Véronique sont des femmes, hein, on le voit alors, joli nom, donc c'est du féminin, et elles sont deux, donc on met du pluriel. Donc les, l'adjectif les s'accorde avec Ursuline et Véronique par l'intermédiaire du verbe être. Les chiens jaunes sont difficiles à trouver. Là on voit deux adjectifs, un adjectif attribut, comme l'adjectif précédent, c'est difficile. Il est au pluriel parce que les chiens, il y en a plusieurs. Il est aussi au masculin, mais ça se voit pas, on peut pas le voir en français, hein. La distinction masculin-féminin dans les adjectifs, on peut la faire en français que dans certains adjectifs, pas tous. Mais on voit quand même qu'il est au pluriel parce il y a la lettre S à la fin. Et donc il y a un deuxième adjectif dans cette phrase, c'est jaune, mais cette fois c'est un adjectif épithète. Il est pas lié comme un adjectif attribut le serait au nom par le verbe être. Il est directement accolé au nom, donc il est épithète. Et c'est jaune. En latin, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre comme en français, mais également en cas. Donc si je prends l'exemple Fueda Claudia pulchrum amatorem escurit. La laide Claudia cherche un bel amoureux. Là on voit deux adjectifs, c'est foedus et pulchrus. En fait, je cite la forme de l'adjectif au nominatif masculin singulier, par convention. Foedus, là on l'a mis au féminin, ce qui a fait Foeda. Comme Claudia, c'est une seule personne, c'est du singulier, donc c'est du féminin singulier. Et comme, contrairement au français cette fois, en latin, on accorde également l'adjectif en cas, et pas seulement en genre et en nombre, là, j'ai mis du nominatif, parce que Claudia, c'était du nominatif. Donc l'adjectif, attribut fauda, il est au même cas, au même genre et au même nombre que l'adjectif, que le nom, pardon, sur lequel il porte. Et pulchrum, c'est pareil, hein, c'est un bel amoureux. Donc, amatorem, c'est du masculin, donc pulchrum va être au masculin. C'est du singulier, donc pulchrum va être du singulier, et c'est de l'accusatif, donc pulchrum va être à l'accusatif. Autre exemple, Claudi equus foedus est. Le cheval de Claudius est laid. Là, on voit un adjectif, c'est foedus. Cette fois-ci, c'est pas un adjectif épithète, comme ça l'était auparavant. C'est un adjectif attribut, parce qu'il est lié à equus par le verbe être, non pas directement accolé. Mais bon, ça change rien, hein. Du coup, il y a accord entre equus et foedus. Ils s'accordent en genre, c'est du masculin, en nombre, c'est du singulier, et en cas, c'est aussi du nominatif. L'adjectif épithète est dans la grande majorité des cas accolé au nom auquel il se rapporte. Comme en français, il peut être placé soit avant le nom, soit après. Donc, en français comme en latin, l'adjectif épithète est dans la grande majorité des cas accolé. Quelques exceptions, mais vous les trouverez surtout dans les textes poétiques. Vous n'avez pas tellement à vous en préoccuper, à votre niveau. Et comme en français, toujours, hein, il peut être placé soit avant le nom, soit après. C'est pas évident. Par exemple, en anglais, comme vous le savez sans doute, l'adjectif est forcément avant le nom. Il sera pratiquement jamais après. De même en allemand. Alors, il y a une petite nuance de sens
suivant que l'adjectif est avant ou après le nom, mais je vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Mais bon, ça change pas énormément grand-chose, pardon. Morphologie de l'adjectif maintenant. La morphologie en grammaire, c'est tout ce qui concerne la forme. Et ça s'oppose à la syntaxe, concerne l'usage qu'on fait du mot dans la phrase. Il existe en latin deux classes d'adjectifs. Les adjectifs en us, a, la première classe. Ceux-ci reprennent les désinences de la première déclinaison au féminin, de la deuxième au masculin et de la deuxième neutre au neutre. Donc en fait, c'est ce qu'on vient de voir dans les exemples précédents, hein. C'était des adjectifs de la première classe. Bon, elle est facile à retracer, hein. Enfin, voilà. Généralement, c'est pas une difficulté. Donc, deuxième classe d'adjectifs, les adjectifs qui reprennent les désinences de la troisième déclinaison, deuxième classe. Alors ceux-là, ils sont nettement plus compliqués, on va voir ça. Les adjectifs de la première classe peuvent posséder la désinence er au nominatif singulier masculin au lieu de us. Donc en fait, ça fonctionne comme la deuxième déclinaison, hein. Parfois, vous aurez quelques adjectifs dont la terminaison au nominatif masculin singulier, vocatif masculin singulier, n'est pas us mais er. Les adjectifs de la deuxième classe se déclinent généralement de façon identique au masculin-féminin. Les désinences au neutre sont celles des non-neutres de la troisième déclinaison. Donc, comme je vous disais, la deuxième déclinaison est nettement plus compliquée, mais on va voir ça. Avec le tableau, ce sera plus simple. Donc là, vous avez un exemple d'adjectif de la première classe. Comme vous pouvez le voir, hein, tout ce qu'on fait, c'est reprendre les désinences de la première et de la deuxième déclinaison. Au masculin, c'est la deuxième déclinaison, au féminin, c'est la première, et au neutre, c'est la deuxième déclinaison neutre. Voilà. Pas besoin de s'étendre là-dessus. Sachez juste qu'on peut trouver parfois, comme je vous le disais, la désinence er au lieu de us et e au nominatif et au vocatif singulier masculin. Comme integer, par exemple. C'est un adjectif qui finit par er au nominatif singulier masculin, mais qui après reprendra les formes normales des adjectifs de la première classe. On dira integra, integro, etc. Alors le tableau des adjectifs de la deuxième classe, c'est nettement plus compliqué, hein. Globalement, c'est la même chose que la troisième déclinaison, sauf que l'ablatif singulier est toujours, ou presque toujours, en i, et non pas en e, comme c'est généralement le cas dans la troisième déclinaison. Ça, c'est une règle importante. Deuxième chose importante, le neutre. Le nominatif, le vocatif et l'accusatif singulier sont identiques. Donc on dit pas parem à l'accusatif singulier, c'est par aussi, comme le nominatif et vocatif singulier. Et de même, il en est de même au nominatif vocatif accusatif pluriel. Il se termine par un a, et plus exactement par ya, comme les parasyllabiques de la troisième déclinaison. Dernière chose importante concernant les adjectifs de la deuxième classe, contrairement à ce qu'on voit là, ils n'ont pas toujours un nominatif singulier masculin identique au nominatif singulier féminin ou au nominatif singulier neutre. Parfois ça diffère. Dans cet adjectif, c'est toujours la même forme, mais parfois on peut trouver des différences. On verra ça juste après. Particularité de la déclinaison des adjectifs de la deuxième classe. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Les adjectifs de la deuxième classe se déclinent presque toujours comme des neutres parasyllabiques. Donc, l'ablatif singulier en i et non en e. Donc, l'ablatif singulier est en i et non en e. Ça, je vous en ai déjà parlé, hein. Il faut vraiment faire attention à ça, puisque si on oublie, ça peut entraîner des erreurs. Dans les adjectifs, l'ablatif singulier est en i, alors que dans les noms, généralement, il est en e. Le génitif pluriel est en yum et non en um. Ça, j'en ai pas parlé parce que généralement, on reconnaît quoi qu'il arrive. Mais bon, sachez que donc le génitif pluriel dans les adjectifs, c'est yum et non um. Le nominatif vocatif accusatif pluriel neutre est en ya et non en a. Oui, j'en ai déjà un peu parlé, hein. Donc, on va trouver un i supplémentaire, comme dans les parasyllabiques neutres. Mais bon,
C'est pas très important non plus, on reconnaît généralement. Comme les noms de la troisième déclinaison, ces adjectifs possèdent des désinences variables au nominatif vocatif singulier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, tout simplement que comme dans les noms de la troisième déclinaison, au nominatif et au vocatif singulier, on va pas toujours retrouver les mêmes désinences. En fait, je viens de dire exactement la même chose là, mais non, mais voilà, c'est comme dans les noms de la troisième déclinaison. Par exemple, là, on trouve la désinence, enfin, ça se finit par ar, mais on peut trouver par exemple l'adjectif potens qui va se finir par ans. Et oui, on va pas non plus, évidemment, toujours retrouver aussi le même nombre de syllabes pour un adjectif. Parfois, un adjectif va avoir plus de syllabes à tel cas. Donc, voyons un peu ces différences de désinence entre les adjectifs de la deuxième classe. Alors, en fait, il faut surtout retenir deux désinences, c'est ir et is. Quand un adjectif se termine par er au nominatif singulier masculin, sa désinence sera toujours dissemblable au nominatif singulier féminin et au nominatif singulier neutre. Il y aura toujours un nominatif singulier féminin et un nominatif singulier neutre différents. Euh, Au féminin, ça va se terminer par is, et au neutre, ça va se terminer par e. Donc, queler, queleris, quelere, equester, equestris, equestre. Autre désinence à retenir, c'est is. Quand un adjectif se termine par is au nominatif singulier masculin, il va avoir un nominatif singulier féminin semblable. Là, on a l'exemple de brewis, ça a toujours fait brewis. Mais son autre va se terminer par e au nominatif singulier. Donc, on va avoir brewis, brewis, brewe. Sachant que tout ce que je vous dis là, je vais être très clair là-dessus, ça vaut pour le nominatif et le vocatif singulier. Tout le reste, c'est toujours les désinences de la troisième déclinaison, à l'exception de l'ablatif singulier. Donc, quel par exemple, ça fait queleris, etc. Donc, il faut surtout retenir ces désinences er et is, parce que c'est quand il y a une de ces deux désinences qu'on a une modification de la désinence suivant le genre au nominatif et au vocatif singulier. Sinon, audax, terminaison ax, Félix, terminaison x, Gans, terminaison ens, c'est des désinences qu'on retrouve. Euh, c'est pas tellement une difficulté puisqu'on retrouve toujours les mêmes désinences, quel que soit le genre, au nominatif, vocatif singulier. Alors les trois types d'adjectifs de la deuxième classe, là je répète ce que je viens de dire, pour être tout à fait clair et que ça rentre bien dans le crâne. Parfois les désinences du nominatif vocatif singulier diffèrent selon les genres. Il existe trois possibilités. Les désinences du nominatif vocatif singulier diffèrent à chaque genre. On trouve alors ir au masculin, is au féminin et au neutre. Donc, quand c'est ir au masculin, ça va être is au féminin et e au neutre au nominatif vocatif singulier. Les désinences du nominatif vocatif singulier diffèrent au neutre. On trouve alors is au masculin, is au féminin et au neutre. Donc quand on trouve is au masculin, on est sûr que ça va se terminer par is au féminin et que ça va se terminer par e au neutre concernant le nominatif et le vocatif singulier. Troisième possibilité, les désinences du nominatif vocatif singulier ne diffèrent pas. Donc si un adjectif se termine par e au nominatif vocatif singulier masculin, il différera au nominatif vocatif singulier de chaque genre. S'il se termine par is au nominatif vocatif singulier masculin, il ne diffère qu'au neutre. Dans les autres cas, il ne varie pas. Alors, j'ai vraiment insisté là beaucoup parce que je sais que c'est pas un truc très clair au début. Je sais même pas si vous avez encore compris, mais malgré mon insistance très lourde, mais essayez vraiment de comprendre ça puisque c'est important. Vous allez vous perdre un peu avec les adjectifs si vous ne le comprenez pas. Donc, maintenant, vocabulaire. Alors, première classe d'adjectifs. Beatus signifie heureux. On dit quelqu'un de bea quand il est heureux. Je crois que étymologiquement, ça venait, je crois qu'il y a un rapport avec B, puisque ceux qui étaient heureux ouvraient beaucoup la bouche. Peut-être, non, je ne sais pas. On dit aussi béatitude, parler du bonheur. Bonus bon, pas la peine de vous faire un dessin, c'est presque pareil.
Certus, certains vient de certus, donc, et on dit certes également en français, qui est un latinisme je crois, me semble-t-il. Integer, intact vient de integer, on dit quelqu'un d'intègre, ça vient de là, c'est un latinisme également, on l'a pris directement au latin. Enfin, en latinisme, le mot n'est pas bien choisi, étant donné qu'en latinisme, c'est plutôt une locution latine, un mot qui est vraiment resté comme en latin. Disons que c'est un emprunt savant au latin. Ça, ça n'a pas abouti en français par voie populaire, mais par emprunt direct au latin. Bref. Magnus, ça signifie grand, sachant que les latins possédaient également grandis, adjectif qui a donné grand en français, mais ça signifiait plutôt grand du point de vue de la taille, alors que magnus c'était grand du point de vue de l'importance. Il me semble que c'est ça, hein, de mémoire. Donc ils employaient nettement plus magnus que grandis, sachant que magnus en français a donné magnitude par exemple. Charlemagne, magne ça veut dire grand. Misère, malheureux. Pas difficile de faire le rapport avec le français, hein. On dit un misérable, miséricordieux, qui vient de misère cordis, cordis ça veut dire cœur en latin, donc cœur qui a pitié, en gros. Multus nombreux, en français très littéraire, on dit mult, ça vient de là, mais l'italien l'a gardé, fait usage de cet adjectif de façon nettement plus fréquente avec molto. Paros, ça veut dire petit. À vrai dire, j'ai vérifié dans le dictionnaire et comme je le pensais, euh, Paros n'a pas donné petit en français. Et franchement, ça n'a vraiment rien donné en français. Donc, autant passer. Voilà. Pulcraire, ça veut dire beau. Est-ce qu'on peut encore trouver un rapport avec le français? Eh bien non, malheureusement. Deuxième classe d'adjectifs maintenant. Audax, ça veut dire audacieux. Donc, ça vient de là, hein. Je pense que c'est un emprunt savant au latin, au français. Brevis, ça veut dire bref, ça vient certainement de là. Keller, ça veut dire rapide, on dit célérité. Immense, ça veut dire immense. Non, je pense pas qu'il y ait de rapport avec le français. Fortis, courageux. Je crois que c'est là que vient fort en français. Le sens a changé. Sachant que fortis peut aussi avoir d'autres sens en latin. C'est un adjectif assez ambigu. Gravis, lourd. On dit gravité, ça vient de là. Lewis, léger. Je pense que ça a donné léger, mais j'en suis pas sûr. Par, égal. C'est de là que vient pair, parité. Potence, on dit un potentat. On parler d'une puissance. C'est pas un mot très clair en fait. Mais bon. Qu'est-ce que ça signifie exactement, potentat? C'est l'exercice d'une puissance injuste, généralement. On emploie ce mot dans ce sens-là. Turpis, honteux. On dit des turpitudes. Ça vient de là. Velox, rapide. On dit la vélocité. Alors, exercice maintenant. Alors, pour finir, j'ai décidé de vous torturer un peu, entre guillemets, bien sûr. Et cette fois-ci, le thème ne sera pas le même que la version. Donc ça va être très très compliqué, je ne vous le cache pas pour vous certainement. Mais voilà, autant finir en beauté, hein. Voilà, voilà. Donc commençons par la version. Filia Claudi, Claudiam non copit. Alors, où est le verbe? Le verbe c'est non copit, hein. Ça veut dire appeler. Est-ce qu'il y a un sujet ou est-ce que le sujet est dans le verbe? On voit pas comment faire de filia un ablatif, donc ça va forcément être un nominatif. Donc c'est certainement le sujet, donc la fille, une fille, s'appelle. Claudie, c'est un nom propre. En plus, deux nominatifs accolés les uns aux autres, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est certainement un génitif singulier. Donc la fille de Claudius s'appelle. Elle s'appelle quoi, hein? On va chercher un complément d'objet direct. Âme, c'est la désinence
de l'accusatif, le cas du complément d'objet direct. Dans la première déclinaison, donc, la fille de Claudius s'appelle Claudia. Claudia fea puruera est, stat putabat. Alors, là on voit quelques adjectifs. Claudia, certainement un nominatif, encore une fois. Non propre à l'ablatif, franchement vous en verrez rarement. En tout cas, s'ils sont pas précédés d'une préposition. Donc, c'est certainement un nominatif. Claudia est. Donc, on va chercher un attribut du sujet. Et puella, c'est-à-dire jeune fille. Puella, c'est certainement un nominatif, hein, encore une fois, un ablatif, on voit vraiment pas quel sens ça aurait. Donc, est une jeune fille. Fea, c'est un adjectif. Et ça veut dire laide, hein, et donc c'est au nominatif singulier, donc en fait on pourrait donner deux sens à cette phrase. La laide Claudia est une jeune fille, ou Claudia est une laide jeune fille. C'est un peu ambigu, mais bon, dans la logique de la phrase, on va plutôt dire Claudia est une laide jeune fille, ça a plus de sens, je trouve en tout cas. Après vous serez peut-être pas d'accord, hein. Cette putabat, mais pensez, pas la peine de s'attarder là-dessus. Purcra sum, skio nam pater semper hoc dicit. Là, on voit qu'il y a deux verbes, hein, c'est skio et dicit. Je m'attarde pas là-dessus parce que maintenant vous devriez déjà connaître, normalement. Alors, où est le sujet? Est-ce qu'il est dans un des verbes? Oui, il est dans skio, mais il y a aussi un mot qui, dans cette phrase, ne peut être que sujet. C'est pater. Pourquoi? Parce que sous cette forme, c'est forcément du nominatif. Donc ça va être forcément le sujet. Donc, je sais, ou je le sais, le est sous-entendu. Nam, car, pater, le père, donc en latin, le pronom possessif est souvent sous-entendu, donc mon père, semper, toujours, dicit, dit, hoc, je vous ai mis en bas que ça voulait dire cela, c'est de l'accusatif. On verra les pronoms plus tard, dans un deuxième cycle de leçons peut-être, parce que c'est assez compliqué. Quando Claudius domi venit, semper lanam neantem filiam videt. Quando, ça veut dire quand. Ça ressemble beaucoup à quand en français, hein, ça vient de là. Claudius, c'est certainement, et ça ne peut être que un nominatif singulier. Donc, Claude, venit, vient, c'est le verbe, domi, à la maison. Semper lanam neantem filiam videt. C'est une phrase un petit peu compliquée, mais on va la débrouiller. Sachant que je vous ai beaucoup aidé en disant que lanam neantem signifiait filant la laine. Donc, ça me perd toujours. On voit pas de sujet là dans cette section de phrase, dans cette proposition. Donc on va le mettre dans le verbe, il voit. On va chercher le complément d'objet direct, donc un accusatif. Filiam, ça ne peut être que un accusatif. De même, neantem, ça peut être que un accusatif. Et de même, lanam, ça ne peut être que un accusatif. Donc tout ça, c'est une espèce de petite petit assemblage de compléments d'objets directs. Il y a un terme grammatical nettement plus technique pour exprimer ça, mais malheureusement il ne me vient pas à l'esprit. Donc, bref, peu importe. Donc toujours il voit la fille, sa fille plutôt, filant, néantem. En fait néantem c'est un participe présent, mais on les a pas encore vus, on les verra plus tard dans un autre cycle de leçons. Lanam, la laine. Donc toujours il voit sa fille filant la laine. Sachant que en latin, après certains verbes de perception, on va utiliser un participe présent, et non pas un infinitif. Claudus putabat anima filiae casta et pura est. Claudus putabat, Claudius pensait. Anima filiae casta et pura est. Alors, où est le sujet, où est le verbe? Le verbe c'est est, évidemment. Le sujet, on voit mal comment faire d'anima un ablatif singulier dans la phrase. Donc, de toute façon, en latin, on cherche d'abord ce qui est le plus logique et après le moins logique. Donc, anima, on voit que ça pourrait être le sujet. Donc, on tente d'abord d'en faire un sujet. Et là, ça marche. Hein.
l'âme est, après est, on va chercher un attribut du sujet, donc du nominatif, chaste et pure, c'est des adjectifs attributs, donc ils vont être aussi comme âme au, au nominatif singulier, féminin, et donc filiae, bon, ça a aucun sens de faire un deuxième nominatif pluriel, donc dans la phrase ça paraît évident. Ça a aucun sens d'en faire un deuxième nominatif pluriel, ni d'en faire un datif singulier, étant donné que l'âme est chaste et pure pour la fille, à la fille, ça veut rien dire du tout. Donc dans la phrase, c'est évident que c'est un génitif singulier. Donc l'âme de la fille, ou plutôt de ma fille, en latin, est chaste et pure. Felix amo qui vuelam plomanam secut filiam habet. Alors homo, ça ne peut être que du nominatif, ou du vocatif, hein. Le vocatif, on le rencontre tous les 36 du mois. Donc, c'est certainement du nominatif singulier. Félix, dans cette forme-là, ça ne peut être aussi que du nominatif singulier. Donc, heureux l'homme, on sait que c'est le sujet, du coup. Puis, ça veut dire qui. Donc, le verbe, c'est habet. Donc, maintenant, on va chercher un complément d'objet direct. On en trouve 4. Veram, puellam, romanam et filiam. On va essayer de mettre tout ça ensemble. Donc, heureux l'homme qui a puellam, puellam, romanam. On voit que puellam et romanam, c'est des adjectifs. Donc, on va les associer dans la phrase, c'est assez évident, à puellam, donc, à une vraie jeune fille romaine. Sicut, ça veut dire comme. Donc, sicut filiam, comme fille. San nascit veritatem. Sed, ça veut dire mais. Nescit, vous voyez que c'est un verbe. Comme on voit pas de sujet exprimé, on va mettre le sujet dans le verbe, donc il ignore, mais il ignore. Veritatem, c'est un complément d'objet direct parce que c'est de l'accusatif, donc il ignore la vérité. Terminaison en M, c'est forcément un complément d'objet direct. Nocte turpis Claudia pulchrum murim querit in Roma. Alors, il y a une petite difficulté dans cette phrase, c'est que, bon, globalement, c'est la phrase la plus compliquée de l'exercice, hein, mais Wirim, ça fait partie de ces très rares noms qui ont un accusatif singulier en im, je vous l'ai mis en bas. Donc il faut en faire un accusatif singulier. C'est pas un adverbe. Alors, pour débrouiller la phrase, on va comme d'hab chercher le sujet et le verbe. Le sujet c'est quoi? C'est querit. C'est quoi? C'est querit? Oh, elle est bonne celle-là. Non, en fait elle est lamentable. Oui, donc le sujet c'est quoi? C'est certainement Claudia. Hein, on va pas en faire un adjectif singulier, ça aurait aucun sens. Et puis on cherche d'abord les solutions les plus simples avant d'en venir aux plus compliquées. Donc Claudia cherche, querit. In Roma, on peut s'en débarrasser tout de suite. On voit que ça veut dire dans Rome. Hein. C'est une position stable. Donc Roma, il y en a un adjectif singulier. Après in. Donc Claudia cherche dans Rome. Alors où est le complément d'objet direct? Je vous ai mis en bas que c'était wirim parce que c'est un accusatif singulier. Donc cherche un homme, sachant que wir ça veut dire l'homme masculin et non pas l'homme en général. Dans ce cas-là c'est homo. Cherche un homme dans Rome. Et comme il y a pulchrum avant wirim, pulchrum c'est l'adjectif pulchrus qui signifie beau. Donc Claudia cherche un bel homme dans Rome. Turpis c'est aussi un adjectif. Comme c'est un adjectif de la deuxième classe, il va pas se terminer par un A. Enfin, il va pas se décliner spécialement au féminin. Turpis, ça veut dire laid. On voit que c'est un adjectif. Comme c'est un adjectif de la deuxième classe qui se termine par is au masculin nominatif singulier, il n'a pas de déclinaison spéciale au féminin.
Donc on va pas tenir compte du genre, hein, mais seulement du nombre et du cas. Et nocté enfin. Donc la lettre Claudia cherche un bel homme de Rome. Nocté. Là, ça ne peut être qu'un ablatif. Ça peut rien être d'autre. Les mots de la troisième déclinaison qui se terminent par et sont forcément déclinés à l'ablatif singulier. Et en fait, c'est un ablatif là qui va indiquer le temps. Donc ça a pu vous poser problème, ça j'en suis désolé. Mais c'est pour vous montrer que l'ablatif a beaucoup d'usages. Donc la lettre Claudia cherche dans Rome un bel homme la nuit. Puisque, sous-entendu, pendant la nuit. Ablatif de temps. Sachant que turpis, on peut traduire ça soit par lait, on peut également traduire ça par dévergondé. C'est-à-dire lait sur le plan moral. Donc, meilleure traduction, la dévergondée Claudia cherche un bel homme dans Rome la nuit. Voilà. Alors ça, en fait, je reviens un peu à mes petites notes historiques que vous appréciez, j'en suis sûr. Ça, c'était un vrai problème, en fait, dans la société romaine. Les femmes étaient parfois débauchées, surtout les filles de bonne famille comme ça. Normalement, en fait, l'idéal romain, pour une femme, c'était que elle restait à la maison, en filant de la laine, tout en s'occupant de ses enfants. Ou en s'occupant de ses enfants tout en filant de la laine, comme elle voulait. Donc elle avait une certaine liberté quand même. Mais euh, parfois il y en avait qui se rebellaient par rapport à ça. Nous aujourd'hui on peut pas comprendre, hein. C'est très difficile, mais parfois il y en avait qui se rebellaient. Donc Claudius a une image un peu idéalisée de sa fille. Là peut-être encore une fois que Claudius baisse dans votre estime, hein. Ça prouve encore une fois qu'il n'est pas parfait. Il est un peu trop gentil avec elle. Sachant que s'il avait su quand même, hein, s'il avait su comme ça qu'elle sortait la nuit par des hommes, il aurait, il aurait quand même sévi, hein, faut pas non plus exagérer. Il aurait certainement enterré vive. C'était la punition pour les femmes qui faisaient ce genre de choses. Donc le thème maintenant. Alors comme je vous ai dit, le thème ne va pas pour une fois être comme la version, enfin ça peut être l'inverse. J'ai décidé de faire un thème entièrement différent pour que vous voyez vraiment en fait ce qu'est un thème, que vous souffriez terriblement. Enfin non, j'ai pas fait ça pour ça, même si ce sera le cas, certainement. Donc Primus Claudius est le fils de Claudius. Alors là, normalement c'est facile. Primus Claudius, c'est son nom, hein. Primus, c'était un des quelques prénoms qu'on pouvait donner. Euh, C'était un des quelques rares prénoms qu'on pouvait donner à ses enfants euh, quand on était romain. Sachant, comme vous le savez certainement, si vous ne le savez pas, vous n'êtes qu'un ignare. Les Romains avaient trois prénoms, avaient trois noms. C'est ce qu'on appelle les tria nomina. Ils avaient un prénom, un nom et un surnom. Praenomen, nomen et cognomen. Et le nombre de prénoms était exagérément limité. Donc franchement, les familles très nombreuses, parfois ça pouvait être très très chaud de donner un nom nouveau à un des enfants. C'était une grosse difficulté. Mais bref, donc Primus Claudius, il s'appelle Primus, voilà. Donc ce prénom Primus Claudius, c'est son nom. Donc Primus Claudius ça va se traduire par est, hein. Donc Primus Claudius est, le fils de Claudius, le fils Filius, de Claudius, on va mettre un génitif singulier, Claudi, et on garde Filius au nominatif parce que c'est un attribut du sujet. Il est grand et courageux, c'est un homme de nombreuses vertus, mais son vice est avec les femmes. Il est grand et courageux, pas bien compliqué encore, hein. Magnus et fortis est, c'est un homme de nombreuses vertus, pas bien compliqué non plus. On sait, je vous rappelle qu'en latin, est-ce que je vous l'ai dit d'ailleurs? Il me semble. Oui, je crois. Donc en latin, c'est, on va mettre tout simplement est pour exprimer c'est. Et ça peut aussi vouloir dire est en début de phrase, il y a. Comme en français on dit, dans une langue un peu littéraire, il est des gens qui. Voilà. Et en italien on utilise toujours le verbe être et serrer en début de phrase pour vouloir dire il y a.
Mais bon, c'est pas le cas là, on n'essaie pas de dire il y a, donc je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. On va dire c'est, donc est, un homme. On dit soit homo, soit weir, mais plutôt weir là dans le contexte. Je sais pas pourquoi j'ai mis homo en fait. Bon, peu importe. Allez, on va dire homo du coup. Est, ou homo est, comme on va en fait. Hein. Est homo, de nombreuses vertus. Là, vous avez pu hésiter à mettre un génitif ou pas, puisque de nombreuses vertus, mais est-ce que c'est vraiment une possession, un complément du nom? Eh bien, en latin, oui, on va pouvoir mettre un génitif. Mais c'est vrai que là, c'est un truc très très bordélique en latin. Parfois, il y a des datifs, et même des ablatifs. C'est pas un cadeau que je vous ai fait là, mais bon. En l'occurrence, le génitif marche. Parce que vous avez probablement mis, vous avez de la chance. Donc, homo multorum virtutum est, mais son vice, c'est avec les femmes. Bon, mais, c'est sans vice. Sujet, donc nominatif singulier. Euh, Witium, finit par on parce que c'est du neutre, la deuxième déclinaison. On peut mettre un pronom possessif si on veut, hein. Witium sum, est avec les femmes, est cum mulieribus. Après cum, il y a un ablatif. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas du tout sûr de la correction de ma phrase en latin, là. Est cum mulieribus, ça me paraît une grande médiocrité syntaxique. Mais bon, tant pis, on va s'en contenter, j'ai pas envie de me fatiguer à me creuser la tête. Voilà. Tant pis pour vous. Bref. Il ne veut pas se marier avec une bonne épouse, mais avec une prostituée. Alors là, je vais devoir faire encore une fois un petit intermède historique. Ça, encore une fois, c'était un problème terrible dans la société romaine. Les fils de bonne famille avaient tendance à ne pas vouloir se marier avec des gentes dames, quoi, des filles de bonne famille du même rang qu'eux, mais avec des prostituées. Et ça se voyait dans pratiquement toutes les familles. C'était quelque chose, c'était un phénomène social extrêmement diffus. Alors pour les quelques incrédules, imbéciles, si je puis me permettre, qui douteraient de ce que je viens de dire, je vous signale que ça a été dit par les plus grands historiens romains, les plus connus et les plus fiables. Vous avez qu'à lire un peu de Plaute ou de Terence, vous verrez que c'était une terrible réalité. Bref. Donc traduisons cette phrase, il ne veut pas se marier avec une bonne épouse, euh, il ne veut pas un Walt. Alors, je vous ai mis que se marier avec, on disait ducere, uxorem ducere. Donc, nan Walt, panam uxorem ducere, avec une bonne épouse. Il ne veut pas se marier avec une bonne épouse, mais avec une prostituée. Donc, ducere, là, c'est pas, voilà, uxer, uxor, qui veut dire épouse en latin, mais prostituée, donc Meretrix en latin, donc sed Meretricem. Claudius se disait, moi, un tel homme, noble, courageux, droit, fidèle à la République et à ses amis, bon pour ses esclaves, toujours pacifique, bienveillant et modeste, accepter cela, jamais. Une phrase un peu longue, mais bon, pas trop compliquée, hein. C'est un peu une suite d'adjectifs. Donc moi, donc Claudius se disait d'abord, Claudius putabat, comme d'hab. Moi, ego, latin. Un tel homme, talis vir. Talis, c'est deuxième classe, qui se finit par is. Donc ça ne va changer qu'au neutre, nominatif et vocatif singulier. Nobilis, pareil. On va mettre un nominatif, hein, puisque c'est un adjectif épithète de vir. Courageux, fortis. Droit, rectus. Cette fois, c'est de la première classe. Fidèle à la République et à ses amis. Donc, fidèle, ça veut dire fidelis, hein. À la République et à ses amis. On va utiliser un datif en latin, comme pour la République ou pour ses amis, bref. Fidelis Republicae et Amicus. Bon pour ses esclaves, toujours pacifique, bienveillant et modeste. Bon pour ses esclaves, euh, bonus servis. Toujours pacifique, semper pacificus. Bienveillant, benignus et modeste, et modestus. Acceptez que ça. Ox,
accipere, qui peut signifier en latin, généralement ça signifie recevoir, mais ça peut aussi signifier accepter, recevoir une opinion. Jamais. Donc quoi. Voilà. Donc on se quitte sur ce cri du cœur de Claudius. Et très franchement, je pense que vous serez de mon avis. euh, je n'ai guère entendu plus émouvant. C'est comme les cris de Bérénice abandonnée par son mari, enfin par son amant plutôt, ou les cris de Médée abandonnée par son mari, là ça marche. Euh, c'est pas plutôt Ariane. Bon, les cris d'Ariane abandonnée par son mari, comme non, en réalité, c'est tellement triste, tellement déchirant, que je pense pas qu'il y ait de comparaison possible dans la littérature universelle. Donc voilà, je vous quitte en larmes certainement. On a terminé avec la dernière leçon, et ce cycle de leçons donc. Suivant le succès que ça a ou n'a pas, je continuerai, et suivant mon temps et ma motivation, sachant que je mettrai certainement beaucoup moins de temps à faire la suite que à faire ce que j'ai fait là, hein, puisque il a fallu que j'apprenne un peu à employer, enfin, il a fallu que je me familiarise avec PowerPoint pour aboutir à ce résultat merveilleux que vous voyez, et plusieurs choses, hein, capturer ma voix mélodieuse. Donc voilà, ça m'a pris du temps et ça m'en prendra moins si je continue après. Bon, bref, on verra, hein. Donc, on se quitte là pour l'instant. Voilà. J'espère que vous avez bien progressé avec moi. Donc, vous avez du moins appris quelques trucs, hein. Que j'étais pas trop ennuyeux, ni trop obscur, ni trop incompréhensible. Bref, j'arrête là, hein. Voilà, merci. Ah, bon, merci, voilà, à bientôt, au revoir.